J'ai l'impression que tout vidéaste qui parle de cinéma se retrouve un jour ou l'autre à parler de setup payoff ou de fusil de Tchekhov. Alors, le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov. Setup payoff. Setups and payoffs. Setup and payoff. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est mon tour, mais comme vous avez dû en entendre parler un bon milliard de fois, je vais pas trop m'attarder sur la définition des termes. Je prendrai ensuite un peu plus le temps de parler de quelques exemples intéressants, avant d'analyser en profondeur un de mes setup payoff préférés qui se trouve dans le Halloween de John Carpenter. Alors, pour faire simple, le setup payoff, c'est simplement le fait de mettre en valeur un élément d'un film, puis de ne montrer que plus tard l'impact de cet élément sur l'univers du film ou sur ses personnages. D'ailleurs, pour que les spectateurs n'oublient pas le setup en cours de film, les scénaristes rajoutent souvent un reminder avant le payoff, c'est-à-dire un rappel du setup. Et ce qu'on appelle fusil de Tchekhov, c'est simplement un autre terme pour parler peu ou prou de la même chose. C'est une règle de cinéma qui dit en gros que les films doivent uniquement s'attarder sur des éléments utiles au récit, que si le film attire volontairement votre attention sur un élément, il faut que cet élément ait une utilité plus tard dans le film. En gros, si un fusil est clairement mis en valeur, il faut que quelqu'un tire avec plus tard dans le film. L'un des exemples les plus connus de setup payoff ou de fusil de Tchekhov, ce sont les gadgets de Q dans James Bond, mais ça peut être tout un tas d'autres choses. Un exosquelette, des feux d'artifice, une flaque d'eau, voire pour les plus coquinous, des revues porno ou même un godemiché. A ce titre, je considère que le cliché de l'arme qui tombe au sol pendant une bagarre est aussi un cas de setup dont le payoff est simplement plus rapproché dans le temps. Et c'est d'ailleurs un cliché qui a été beaucoup détourné, d'abord pour s'en moquer, comme dans Last Action Hero, dans lequel le héros pose 5 ou 6 armes au sol pendant un duel. Mais d'autres films proposent des variations ingénieuses sur ce cliché, comme Blade Runner 2049 par exemple. Au début du film, notre héros se retrouve aux prises avec un gros costaud. Son flingue tombe par terre et on se dit que le seul moyen qu'il ait de s'en sortir est de récupérer son arme. Sauf que non, ce petit gringalet arrive à maîtriser l'armoire à glace à main nue. On commence alors à se dire que la scène est vraiment mal écrite, sauf qu'on comprend juste après que c'était en réalité un moyen subtil de nous faire comprendre que notre héros est en fait un répliquant, et que du coup sa carrure physique n'a pas d'importance. Et dans les films bourrés de setup payoff, on peut citer Kill Bill avec les différentes techniques de Pai-Mei par exemple, celle des 5 points vitaux, mais surtout ma préférée, celle de l'arrachage de globes oculaires. D'ailleurs, le film est construit autour d'une liste d'assassins à éliminer, ce qui représente un seul setup pour 5 payoffs différents. Et on peut même dire que le titre du film est en lui-même un setup, puisqu'il annonce clairement l'objectif de la protagoniste. C'est d'ailleurs là une autre fonction que peut avoir le setup, il peut servir à annoncer le programme pour faire saliver le spectateur. C'est ce que fait par exemple très bien le film La Nuit au musée dans son introduction. On sait d'avance en voyant le film que toutes les statues du musée vont prendre vie plus tard. Et en prenant le temps de nous montrer toutes les salles, le film nous passe en revue toutes les joyeusetés auxquelles nous allons avoir droit, comme s'il cherchait à nous dire un truc du genre « changez pas de chaîne, va y avoir un T-Rex ». Et enfin, dans les grands classiques des setups qui cherchent à nous faire saliver, on peut parler du rôle des prophéties dans les films, puisqu'elles nous annoncent généralement la venue d'un héros qui a plein de pouvoirs trop cool, et qu'il nous tarde de voir en action. Une autre façon de créer de l'anticipation, de la tension, du mystère, c'est d'avoir un setup sous forme d'avertissement. Ne pas nourrir après minuit, ne pas prendre tout le sérum, ne pas rentrer dans la chambre 237, ne pas croiser les effluves, etc. Parce que les setup payoff ne sont pas forcément basés sur des éléments matériels, ça peut être aussi des répliques par exemple. L'un des classiques, c'est la phrase qu'un personnage sort à 2 moments différents du film, soit pour faire un gag, This is where you fall down. This is where you fall down. soit pour montrer la complicité ou la rivalité entre 2 personnages, You didn't see that coming? What? You didn't see that coming? soit pour montrer qu'un personnage a évolué, Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. ou au contraire, pour montrer qu'un personnage est toujours fidèle à lui-même 4 films plus tard. I could do this all day. I could do this all day. Un autre exemple connu de réplique répétée au cours du film, c'est ce que j'appellerais la phrase du mentor. Au début du film, le héros rencontre un mentor qui va l'entraîner et que le héros va finir par surpasser. Et souvent, les scénaristes donnent un gimmick ou un one-liner que le mentor répète et que le héros va s'approprier en fin de film. Oh, Captain, my Captain. Oh, Captain, my Captain. Le but est donc de montrer l'évolution du héros et ce que lui a transmis son mentor qui s'est souvent fait tuer. I'm gonna make him an offer he can't refuse. I'll make him an offer he can't refuse. D'ailleurs, ce type de setup payoff n'est pas forcément toujours une simple phrase. Dans le cas de Kingsman par exemple, il s'agit carrément d'une scène entière.
Et on peut aussi noter le cas intéressant de Terminator 2, dans lequel c'est le Terminator qui reprend la phrase de John Connor, ce qui voudrait dire que c'est John qui est à la fois le héros et le mentor du film. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Bref, tout ça pour dire que les setup payoff sont partout, et que cette technique est vieille comme le monde, puisqu'elle existait avant le cinéma, dans la littérature par exemple, et elle existait certainement bien avant la littérature d'ailleurs. En fait, c'est un outil essentiel à n'importe quel récit. Quand on se racontait des blagues à l'école primaire par exemple, sans le savoir, on avait recours au setup payoff. Par exemple, l'histoire de Toto qui va acheter des suppositoires pour son grand-père, quand le pharmacien se trompe et lui donne des cartouches à la place, c'est un setup. Et quand le grand-père utilise les cartouches à la place des suppositoires et que quand il pète, ça fait des trous partout, c'est le payoff de l'histoire. Donc avec tous ces exemples, je pense que vous avez bien compris le principe. Le setup est une promesse, et le spectateur, qu'il en ait conscience ou non, attend que la promesse soit tenue, c'est-à-dire qu'il attend un payoff. Mais bien entendu, il appartient au film de choisir de tenir ou de ne pas tenir cette promesse, et donc de jouer avec nos attentes. Et c'est ce que fait à merveille une séquence du film Halloween qui contient le plan dont j'ai envie de vous parler. Pour vous resituer le contexte, nous suivons Annie, une amie de Laurie, l'héroïne du film. Annie fait du babysitting pendant la nuit d'Halloween et nous savons que Michael Myers, le serial killer du film, rôde dans le quartier. Survient alors le setup. Pendant qu'Annie est au téléphone, son chien ouvre la porte qui se trouve derrière elle. Une tension s'installe alors. Pendant de longues minutes, Annie va parler au téléphone avec cette porte ouverte dans le dos, de laquelle on sent que quelque chose va surgir, mais rien ne se passe. Et Carpenter fait volontairement durer la scène en nous infligeant une conversation complètement banale entre Annie et Laurie. Puis le chien se fait tuer et la tension monte encore d'un cran. Plus rien ne protège maintenant Annie du tueur. Mais il ne se passe toujours rien. Le tueur l'observe et joue même avec elle en faisant tomber un pot de fleurs. Il pourrait lui sauter dessus à n'importe quel moment, mais il ne passe jamais à l'action. Pour le spectateur, la frustration commence à s'installer, et les cinéphiles à l'œil averti commencent à se dire qu'ils se sont trompés en voyant un setup dans ce plan du chien qui ouvre la porte. Sauf que Carpenter prend bien soin de nous montrer juste après, tiens, 2 fusils. Le réalisateur nous confirme donc que oui, un fusil de Tchekhov est bien en cours. Cette porte ouverte est bien un setup et le réalisateur nous promet qu'elle servira à quelque chose. Puis Carpenter fera volontairement dire à la télévision « Fermez vos portes ». Ce qui revient à faire une seconde promesse. Si vous vous barricadez, vous pourrez survivre au tueur. À partir de là, le reste de la séquence sera un interminable balai de portes ouvertes, de mouvements de caméra joueurs et d'apparitions furtives du tueur. Le tout ponctué par les bourdes d'une Annie pas très dégourdie, qu'il commence même à nous tarder de voir mourir. À tel point que, quand sa mort survient, on est presque soulagé. Soulagé, oui, mais pas satisfait. En effet, la mort d'Annie n'a rien de vraiment spécial. On se demande alors si ça valait bien la peine de faire monter la tension pendant 20 longues minutes pour finalement nous servir un payoff si banal. Sauf que, pour moi, tout le génie de cette scène, c'est justement de nous faire croire que le payoff de cette porte ouverte était la mort d'Annie, alors qu'en réalité, le véritable payoff se trouve, à mon avis, bien plus tard. En effet, dans le climax du film, Laurie est poursuivie par le tueur, et elle se réfugie dans la maison d'Annie. Elle se précipite alors dans la pièce dans laquelle a eu lieu le setup, et elle ferme à clé précisément la porte que le chien avait ouverte. Et là, il se passe ça. Alors, ça peut vous paraître anodin, mais pour moi, ce plan est lourd de sens. Bon, certains y verront peut-être une métaphore du viol de la Vierge Laurie, mais je suis pas certain que ce soit le cas. En tout cas, si ça l'était, ça ferait d'Annie une sacrée gourgandine, elle qui a toujours les portes grandes ouvertes. Non, ce que nous montre d'abord ce plan, c'est bien entendu l'omnipotence de Michael Myers, qui semble nous dire « Franchement, si tu croyais que j'avais besoin qu'un klebs m'ouvre la porte pour aller tuer quelqu'un, t'es bien con ». Et en faisant briser cette porte par Michael, c'est Carpenter lui-même qui fait le choix de briser les règles. Par ce geste, Carpenter casse la règle de cinéma qui est le setup payoff, et qui plus est, il casse volontairement des règles qu'il a lui-même établies, d'abord avec ce setup du chien qui ouvre la porte, puis avec les injonctions à nous barricader qu'il assène par la voix de la télévision. Cette porte ouverte n'a donc servi à rien, et cette porte fermée n'a servi à rien non plus. Carpenter choisit donc volontairement de ne pas tenir ses promesses, comme s'il nous disait quelque chose du genre d'une « c'est mon film, je fais ce que je veux »,
Et de deux, sérieusement, tu crois tout ce qu'on me dit? Tu fais confiance à ce que te dit la télévision, toi? Et tu me fais confiance à moi? Mais t'es vraiment con, ma parole. C'est d'ailleurs de là que vient en grande partie le malaise que provoque Halloween. Parce qu'on ne sait pas pour qui roule le film. On ne sait jamais vraiment s'il est filmé du point de vue du tueur, du point de vue de l'héroïne, ou du point de vue du voisinage qui regarde tout se dérouler sans venir en aide au protagoniste. Le film casse donc aussi les conventions à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs une volonté assumée de la part de Carpenter. And the Panaglide point of view is changing from her point of view to the killer's point of view to individual character's point of view. That could be confusing, but you're using it to deliberately disorientate the audience. You don't know when he's going to be looking or when another character is looking. So basically it throws you off from all your cues. Dans ce film, tout peut donc advenir, et il n'est même pas certain que l'héroïne y survive. Ce setup payoff confirme donc notre sensation que ce film et son réalisateur ne nous veulent pas forcément du bien. D'ailleurs, on peut voir le tueur du film comme un avatar du réalisateur. En effet, The Shape, cette entité omnisciente qui joue avec ses proies, qui ne s'engouffre pas dans les portes ouvertes, semble bien être une projection de Carpenter lui-même dans le film. The Shape, comme Carpenter, ne choisit pas les facilités scénaristiques. D'ailleurs, comme le rappellent les auteurs du très bon Myths et Masques, les fantômes de John Carpenter, Michael Myers est lui aussi littéralement un metteur en scène, puisqu'il réorganise toutes ces scènes de crime pour composer des tableaux macabres et pour jouer avec ses prochaines victimes. Carpenter admet donc par là une part de son sadisme et donc du mal qui est en lui. Carpenter prend du plaisir à se jouer de nous. Il aime jouer avec nos attentes, avec nos désirs, il aime tester notre patience. C'est ce qu'il a fait avec la scène de bagarre interminable d'Invasion Los Angeles par exemple, mais c'est ce qu'il faisait déjà 10 ans plus tôt dans Halloween, avec toute la séquence qui suit Annie. Dans cette séquence, Carpenter cherche d'abord à susciter de l'ennui chez nous. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il nous montre en parallèle la petite fille que garde Annie, c'est-à-dire un personnage qui, comme nous, est en train de regarder un film d'horreur, mais qui est perturbé dans son visionnage par Annie, par ses coups de téléphone, etc. Et qui est même obligé d'arrêter de regarder son film pour aller s'occuper de ce gros boulet d'Annie, incapable de se débrouiller toute seule. Le message est alors plutôt clair. Les conneries d'Annie sont faites pour nous saouler et pour nous sortir du film. On a la sensation qu'avec le personnage de la petite fille, Carpenter se moque ouvertement de nous et qu'il jouit de sa toute-puissance. Mais encore une fois, ce que cette séquence a vraiment de malsain, c'est que Carpenter parvient au final à nous donner envie de voir le personnage d'Annie mourir. Le sadisme de Carpenter fait naître chez nous des envies de meurtre, tout fictif qu'il soit. Carpenter nous fait donc ressentir à quel point le mal est insidieux, à quel point le mal est contagieux. En cela, The Shape est un symbole de ce mal rampant et destructeur qui rôde au coin de la rue et dans les recoins tordus de chacune de nos âmes. Car oui, c'est bien ce mal que vous souhaitiez voir triompher quelques minutes plus tôt, mais qui s'en prend maintenant à l'héroïne. Michael Myers est donc un avertissement. Oui, le mal est en chacun de nous. Ce mal sans visage pourrait donc bien avoir votre visage. Et si vous ne prenez pas garde, il se retournera inévitablement contre vous ou contre ceux que vous aimez. Parce qu'attention, une fois libéré, le mal ne peut plus être contenu.